Pierre Juquin, j'ai été sidéré l'autre jour, j'ai même failli crier à la démagogie, parce que j'ai vu une de vos affiches avec marqué plein emploi dessus. Bien. Or, il y a 2,5 millions de chômeurs en France au moins. Il y a en plus 1 million de gens au moins en situation précaire, TUC, SIV, temps partiel, etc. Et aucune étude, à ma connaissance, ne va dans le sens de vos affiches. Alors j'aimerais savoir si vous en possédez, peut-être qui n'ont pas été publiées, et qui vous encouragent à avoir cette témérité. Il y a des études, il y a des exemples. Par exemple, en Suède, 2,7% de chômeurs, en France, 11%. Mais il faut aller au fond des choses. Ou bien nous continuerons à tourner en rond dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, et il y aura la politique économique de gauche, la politique économique de droite, comme elles sont faites ou comme elles sont proposées en ce moment, et on ne changera rien de fondamental. On nous dira, le chômage, il faut faire avec. Ou bien, on va faire autrement. On va aller vers une société d'un nouveau type, d'un troisième type. Et à ce moment-là, mes propositions sont réalistes. Elles sont complètement irréalistes si elles s'inscrivent dans le même contexte qu'aujourd'hui. Dans votre société du troisième type, on travaille combien de temps? Voilà une première question. Ou bien on va vers le chômage, ou bien on diminue le temps de travail. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va continuer à produire un peu plus, et surtout parce que ce qu'on appelle la productivité du travail va continuer à augmenter, parce qu'il y a des nouvelles inventions, parce qu'on modernise l'outil de production, parce qu'on allège la peine des êtres humains, et c'est bien. Alors, des chômeurs, ou le partage du travail, ou la diminution radicale du temps de travail, c'est le choix à faire. Ça coûte cher. Il faut y mettre le prix. Diminution de travail, 35 heures, 30 heures, 2 heures, comme Karl Marx à la fin de sa vie. Commençons par 35 heures, c'est la revendication de tous les grands syndicats en Europe, mais ce n'est qu'un début, et ça ne peut qu'inverser la tendance, rien de plus. Ensuite, allons vers les 30 heures, qui sont aussi importantes que l'étaient les 40 heures il y a 100 ans, et qu'on a fini par obtenir après de grandes luttes. Et vous avez raison, Karl Marx, le vieux Karl Marx, à la fin de sa vie, dans le Capital, il disait, il faudra bien finir par travailler que 2 heures, ce qui veut dire aussi qu'il faut organiser autrement la vie des gens, qu'il faut leur offrir des possibilités de culture, de loisirs, de voyages, etc. Alors, on travaille 35 heures, prenons cette étape-là. Au même salaire qu'aujourd'hui 39 heures? Voilà une question. Même salaire pour les petits et moyens salaires. Il faut même augmenter les petits salaires, et c'est une demande qui monte dans les entreprises françaises aujourd'hui. C'est un rattrapage. Vous êtes pour le revenu minimum? Je suis pour le revenu minimum, et je suis pour le SMIC à 6 000 francs. Mais ce sont des rattrapages, rien d'autre. Pour les salaires moyens élevés, il faut les maintenir, et pour les hauts salaires, il faut accepter des sacrifices. Est-ce que vous ne croyez pas que vous allez diminuer le pouvoir d'achat si vous enlevez sur les hauts revenus, par exemple, si vous les bloquez? Il faut regarder le pouvoir d'achat à l'échelle globale. Le pouvoir d'achat pour l'achat de tout ce dont on a besoin pour vivre, il ne va pas diminuer. Au contraire, il s'agit de produits d'ailleurs essentiellement fournis par l'économie française. Quant au pouvoir d'achat pour les catégories les plus élevées, il consiste souvent à acheter des produits sophistiqués fabriqués à l'étranger. Et la fiscalité? La fiscalité, ou bien on la revoit, cette société du troisième type, ou bien on la revoit complètement, ou bien la société du troisième type n'existe pas. Alors il faut diminuer la fiscalité indirecte, qui pèse d'ailleurs sur la consommation et celle des plus pauvres en particulier. Il faut augmenter les hautes tranches de l'impôt sur le revenu. Il faut un autre type de redistribution à discuter complètement. Ou bien on débat de la fiscalité sérieusement et à fond dans le sens de la justice et de l'efficacité, ou bien on ne change rien. Je ne demande pas plus d'État, je ne demande pas moins d'État, je demande que l'État fasse mieux. Alors, 35 heures, on l'a vu, il y a eu des études de fait, ça ne crée pas d'emploi. Au mieux, ça endigue Oh non, au minimum, ça endigue et ça peut en créer un peu. 30 heures, ça en créerait considérablement. Alors, ça peut se faire dans le cadre européen. Je voulais en venir au plein emploi, parce que endiguer, c'est bien. Comment vous créeriez des emplois pour aller vers le plein emploi dont vous parlez? Mais il faut investir, il faut innover, inventer si vous voulez, il faut instruire. Alors, investir, prenons des chiffres, parce que j'ai parlé des salaires, il y a d'autres sources considérables d'argent. Compte de la nation l'an dernier, 700 milliards de profits des sociétés françaises après prélèvement de l'impôt. Elles en réinvestissent 450 milliards. Fort mal d'ailleurs, puisque ça ne crée pas d'emplois. Alors qu'en Allemagne fédérale, on a créé en 2 ans 219 000 emplois, rien que dans l'industrie. Ça a diminué en France. Ça a diminué en France. Nous sommes dans une situation aberrante.
Deuxièmement, les 250 milliards restants, ils se sont envolés en fumée dans la consommation de luxe pour une petite partie et surtout dans la spéculation financière. C'est ce qu'on voit dans le film Wall Street. C'est avec cela qu'il faut rompre. Alors ça, c'est investir. Investir. Et puis ensuite? Ensuite, innover. Innover, c'est-à-dire développer la recherche, c'est-à-dire développer la formation, l'innovation, l'invention. Écoutez, savez-vous quelle est la part de l'effort français dans le produit national pour le contrôle de qualité, la formation, la recherche, l'innovation? 3%. La part allemande, 4 à 5%. La part japonaise, 6,6%. Savez-vous combien il y a d'entreprises qui ont une activité de recherche en France? 1600. En Allemagne fédérale, 11 000. Au Japon, 15 000. Savez-vous quel est le nombre de chercheurs employés dans l'industrie? En France, 35 000, en Allemagne fédérale, 78 000. Je ne parle pas des États-Unis, c'est encore beaucoup plus. Nous avons 75 universités en France. Elles ont été construites pour 500 000 étudiants. Elles en hébergent aujourd'hui 1 million. On parle partout de passer à 2 millions d'étudiants. Ça veut dire qu'il faut construire énormément d'universités et leur donner beaucoup d'enseignants. En Allemagne, il y a un enseignant pour 9 étudiants. En France, un enseignant pour 21 étudiants. Encore un exemple. J'ai pris 2 grandes firmes. Siemens, firme de l'électronique allemande, Renault, firme de l'automobile française. Siemens a 4 000 apprentis par an, pendant 3 ans, 12 000 apprentis, avec 700 professeurs, 3% de la masse salariale consacrée à cet apprentissage. Renault, 50 apprentis dans son école professionnelle. On manque d'ouvriers qualifiés en France, c'est dramatique. Et l'investissement dont vous parlez, il serait dirigé vers les grandes branches industrielles, telles qu'on connaît le mouvement maintenant, ou est-ce que ce serait plutôt, comme vous le disiez, des petites entreprises? Parlons moins branche que niveau des entreprises. Il y a une étude, vous parliez d'études, en voilà une. Il y a une étude de l'Institut du Massachusetts pour la technologie, qui est tout à fait en pointe aux États-Unis, que j'ai étudiée. Cette étude montre que l'innovation, le développement, la conquête des produits nouveaux et des marchés se feront maintenant essentiellement dans les petites et moyennes entreprises, pas dans les grandes concentrations industrielles. Alors, ça nécessite naturellement qu'on regarde la fiscalité des petites entreprises, qu'on regarde la façon dont on calcule les cotisations sociales en fonction de l'emploi et de la valeur créée, et ça nécessite surtout qu'on diminue énormément les frais financiers et les taux de crédit aberrants qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises françaises. Avec 18% de frais financiers, vous êtes étranglés. Mais avec toutes ces mesures, vous croyez qu'on réduit 3,5 millions ou 4 millions Pas d'un seul coup. Pas d'un seul coup. Et puis, il faut créer des emplois industriels, par exemple, dans la machine-outil, où nous devrions être très forts. Il faut créer des emplois dans l'enseignement, la santé, la recherche, etc. Je viens d'en parler. Si ça n'est pas immédiatement lucratif, ça a des répercussions énormes pour le développement de l'économie. Il faut créer des emplois à but non lucratif. Il y a même quelqu'un, M. Alfandéry, qui n'est pas un homme de gauche, qui, dans Le Monde, vient de proposer de créer un nouveau type de société industrielle, les sociétés à but non lucratif. Mais moi, je suis d'accord. Par exemple, nous allons avoir 2 500 000 personnes du 4e âge. Il faut créer tout un réseau de solidarité animé en général par des jeunes gens très hautement qualifiés qui font un métier passionnant, exaltant, non seulement pour leur donner des soins, mais pour animer leur vie, pour les mettre en rapport entre eux, créer toute une chaleur humaine. On pourrait parler aussi d'emplois écologiques et de beaucoup d'autres emplois nouveaux. Enfin, je suis pour le maintien de 1 million d'exploitations agricoles sur les terres françaises, ce qui a naturellement la conséquence d'éviter la disparition des emplois. Financer tout ça. Je viens de parler de fiscalité. Si on ne veut pas remettre à plat les questions de la fiscalité, on n'en sortira pas. Il faut augmenter les hautes tranches d'impôts sur le revenu, les impôts sur les grandes fortunes, etc. Et, au contraire, réduire les impôts sur la consommation. Deuxièmement, il faut puiser dans les profits. J'en ai parlé. Enfin, il faut renoncer aux dépenses militaires qui écrasent l'économie française, qui empêchent de faire un budget. Comprenez, quand vous avez en Suède un budget dans lequel la première phrase est « l'emploi », je cite de mémoire, « l'emploi est un droit et le budget doit permettre de donner à chaque homme et à chaque femme un emploi », et qu'on commence à le réaliser, je crois que c'est une toute autre conception de la société. Nous revenons toujours à la même chose. Il faut choisir. Ou bien nous nous enfermons dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui et nous n'en sortirons pas. On donnera des cachets d'aspirine pour soigner une leucémie. Ou bien nous allons vers une société d'un troisième type
type, produire autrement, distribuer autrement, vivre autrement. Est-ce que ça ne décalerait pas un pays comme la France, par exemple, qui se mettrait sur cette voie seule dans une Europe qui, elle, est dans la guerre économique jusqu'au cou, surtout nos principaux concurrents? Tout au contraire. Évidemment, en 1992, ça peut être une catastrophe, ça peut être une débâcle si on ne fait pas autrement. Mais si on fait autrement, si on s'entend avec nos voisins, et tous les syndicats en Europe poussent dans le même sens, il faut s'en saisir, parce que moi je ne fais pas trop confiance au gouvernement pour construire cette Europe du troisième type. Je fais confiance aux gens eux-mêmes, aux salariés, au monde du travail. Et je crois que nous pourrons faire beaucoup mieux, à condition de ne pas s'enfermer dans le cadre national, à condition de ne pas s'enfermer dans le seul cadre européen. Il faut s'ouvrir au monde. Je vais vous faire écouter un chef d'entreprise, Christian Lemoine, qui lui aussi utilise le mot débâcle et qui craint beaucoup que l'ouverture sur l'Europe pour la France, dans les conditions actuelles, soit une débâcle. Écoutez-le. Qu'est-ce que 92 va changer? Oui, ça, 92, c'est terrifiant parce que plus on en parle et moins on y croit. Ça, c'est très français. On exorcise un vrai danger par un faux discours. 92, c'est pas l'ouverture du marché européen, c'est l'ouverture du monde à l'échelle entreprise. Je veux dire que l'entreprise régionale va s'affronter au monde. C'est une entreprise que je connais bien, les Mutuelles du Mans, qui demain vont s'affronter effectivement à Allianz ou Generali, avec des alliances qu'on connaît bien, et les Japonais derrière. Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise française, là du coup, s'affronte brutalement au monde entier. Et donc ça veut dire que pour y résister et y gagner, il nous faudra des collaborateurs qui auront un tel plaisir à travailler, une telle mobilisation générale, qu'ils auront l'intelligence d'entendre la demande, de faire des offres plus fines et au bout du compte de gagner. Mais ça veut dire que là, si on ne met pas en place des managements très moteurs, on va perdre. Ça peut être une débâcle. C'est parti pour être une débâcle. On ne sait pas produire en France des richesses. Probablement d'ailleurs parce qu'on ne sait pas mobiliser les hommes. Jamais on n'a eu autant de personnel disponible, motivé, mobilisable, et jamais on a eu autant de gens qui restent l'arme au pied, l'arme à l'œil. Est-ce que votre projet, par rapport à ces réalités extrêmement concrètes et assez effrayantes, ne paraît pas un peu comme une utopie, encore une fois, à voir sur 20, 30, 40, 50 ans? C'est un changement de société fondamental. Mais il faut d'abord se mettre en route tout de suite, assez perdu de temps. Sinon, il n'y a pas de solution. Ce qu'a fait la gauche avec M. Fabius, avec M. Delors, ce qu'a fait la droite, du point de vue économique, c'est à peu près la même chose et on a vu ce que ça donne. Ça ne résout pas les problèmes. Cet homme, il dit ça peut être une débâcle. C'est curieux, j'avais employé le même mot. C'est un financier, c'est un conseiller en entreprise, il est d'un autre monde que le mien, mais il dit des vérités. Il a dit deux autres choses très importantes. Il a dit on peut mobiliser les gens en les motivant et on peut leur donner le plaisir au travail. Parce que vous savez, 30 heures, mais si ces 30 heures sont harassantes, si ces 30 heures sont monotones et inintéressantes, j'en veux pas moi les 30 heures. Il faut aussi changer le contenu du travail, la façon de produire et avoir le droit de décider ou de participer à la décision sur ce qu'on produit, comment on le produit, pour qui et pourquoi on le produit. Alors c'est là que je ne suis plus en accord avec ce financier. Parce qu'il dit il faut que les entreprises affrontent la guerre économique, les Japonais, etc. Bien sûr, mais il faut penser qu'il y a le monde entier, qu'il y a les besoins et les désirs des êtres humains qui sont des milliards. Ils sont des milliards en Europe et dans les pays de l'Est. Ils sont des milliards encore bien plus nombreux et encore plus nombreux demain dans le tiers-monde. Je crois qu'il faut penser à ces êtres humains, qu'il faut les associer à la définition de la production, à la construction de la société du troisième type sur l'ensemble de la planète, et là, nous résoudrons les problèmes. Vous êtes un adepte du nouvel ordre économique international, c'est-à-dire indexer le prix des matières premières sur nos produits à nous, les biens de consommation, sur le transfert des ressources vers les pays du tiers-monde, bref, leur donner du pouvoir d'achat, leur permettre d'acquérir du pouvoir d'achat? Évidemment, évidemment, l'injustice qui règne entre le nord et le sud de la planète est très pernicieuse pour nous. D'abord, nous ne rendrons jamais à ces pays, à ces peuples, ce que nous leur avons pillé pour notre propre construction économique pendant des siècles. Et surtout, c'est totalement déraisonnable, parce que, d'abord, les matières premières ne sont pas l'essentiel aujourd'hui dans la production, c'est la matière grise. Et ensuite, si ces pays ont un meilleur pouvoir d'achat, s'ils développent leur économie, nous aurons là des partenaires. Notre ami numéro un, c'est le tiers-monde. Il faut faire un grand plan de développement du tiers-monde, ce que l'économie mondiale, ce que les Nations Unies avaient appelé une nouvelle économie mondiale, un nouvel ordre plus juste. Moi, je pense que si on ne va pas vers cette solution, si la France n'efface pas les dettes du tiers-monde, si elle ne redistribue pas au tiers-monde une partie des dépenses folles qu'elle gaspille dans les armements, si elle ne revoit pas la question des matières premières, nous n'avons pas d'issue. Vous savez,
Si nous ne faisons pas cette société et cette planète du troisième type, les jeunes descendront dans la rue contre le chômage et l'injustice comme ils sont descendus dans la rue contre la loi Devaquet. Ça sera les mêmes jeunes et beaucoup d'autres jeunes. Alors être de gauche aujourd'hui, c'est se tourner vers ces jeunes, c'est les écouter, les entendre et leur dire, sans qu'on ait besoin de descendre dans la rue, faisons nous-mêmes les réformes, et puis si on ne les fait pas, si on ne va pas vers la société nouvelle, les jeunes descendront dans la rue et ce sont eux qui feront la société nouvelle. Être de gauche aujourd'hui, c'est vouloir cette société du troisième type.